Je tiens tout d'abord à saluer le maire de Terre-de-Haut qui nous rejoindra pour l'accueil exceptionnel que l'équipe municipale nous a toujours réservé lorsque nous sommes venus en prospection avec le MNHN sur ce territoire. Alors, que vous dire de cette planète revisitée des îles de Guadeloupe? C'est une expédition hors norme. C'est une expédition, beaucoup vous le diront, où on va mobiliser pas loin d'une centaine de chercheurs, à la fois des chercheurs locaux, des chercheurs nationaux et des chercheurs internationaux. C'est une mobilisation sans précédent et exceptionnelle. C'est un travail original entre l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe et le MNHN. Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer l'expédition océanographique et terrestre, la planète revisitée des îles de Guadeloupe. C'est un formidable challenge copiloté par l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le muséum, le MNHN, le Muséum national d'histoire de Paris, a l'habitude de ce genre d'expédition. Ils ont fait pas mal d'expéditions dans les territoires ultramarins. Ils sont déjà venus 2 fois en Guadeloupe, en 2012 et en 2015, et 284 nouvelles espèces avaient été répertoriées, dont 84 endémiques uniquement à la Guadeloupe. Ça veut donc dire que vous allez les trouver nulle part ailleurs dans le monde, ou alors elles ne sont pas encore découvertes. Et donc du coup, cet endémisme est important sur les îles tropicales, d'où la question, est-ce que si on va vers la double insularité que représentent les îles du Sud, à savoir les Saintes, Marie-Galante, Désirade, Petite-Terre, on va augmenter la découverte de nouvelles espèces endémiques. C'est le Go Challenge, c'est la question qui est posée, d'où le fait qu'on a voulu faire cette expédition dans les îles du Sud. Ça, c'était vraiment le challenge scientifique. Donc, l'inventaire d'espèces en milieu marin jusqu'à 200 mètres de profondeur et l'inventaire de la biodiversité dite négligée en terrestre, c'est-à-dire tout ce qui va être batraciens, insectes, reptiles. Et pour la partie végétale, tout ce qui va être flore, tout ce qui va être mousse, lichen et fonges. Et donc, ça, c'était vraiment le challenge scientifique. Pour nous, l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, le challenge était de transformer les 2 précédentes expéditions qui s'est déroulées entre sachants, entre experts, en projet de territoire. Et cela voulait donc dire qu'on puisse associer le grand public en faisant des conférences, qu'on ramène les scolaires de ces îles du Sud à la rencontre des chercheurs. Et en plus, tous nos étudiants de la filière écologie de l'université, depuis la première année de licence jusqu'à la 2e année de master, vont venir aussi au contact des chercheurs et vont être en situation d'expérimentation. Et donc, cela a nécessité une recherche de financement actif, puisque c'est un projet qui coûte un peu plus de 1,9 million d'euros. 80% sont apportés par les fonds européens et les 20% sont dus à des partenaires publics, la région Guadeloupe, le département, l'Office de l'eau. On a eu également des institutionnels comme le Parc national de Guadeloupe, l'Office national des forêts, qui nous ont apporté leur aide en nature, c'est-à-dire avec des bateaux en mettant à disposition des agents. Et puis, surtout, ça a été un formidable coup de poker de ramener vers nous les entreprises pour faire du mécénat. Et donc, des banques nous ont fait du mécénat, je vous assure, ils ne nous ont pas prêté de l'argent, ils nous ont fait des subventions. Donc, je tiens à saluer l'Agence française du développement, des entreprises comme Énergipol, comme EDF, comme Citeo, et bien d'autres encore nous ont apporté le mécénat nécessaire pour pouvoir apporter les 20% restants. Alors, sur cette expédition océanographique, nous avons aussi embauché du monde. Nous avons embauché une ingénieure qui est Marine Marie-Charlotte en charge du pilotage et nous avons aussi embauché un logisticien côté agence et côté du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ils ont également embauché 2 personnes supplémentaires. Donc aujourd'hui, c'est un peu moins d'une centaine de chercheurs qui sont mobilisés sur cette expédition. C'est pour ça que c'est une expédition hors norme
et qui va se dérouler sur 2 mois. D'habitude, les expéditions, c'est 10 à 15 jours. Et en plus, double challenge, parce que nous sommes dans les îles du Sud, triple insularité. Donc vous imaginez, pour déplacer ces laboratoires éphémères, tous ces gens, les nuitées, etc. C'est 3 ans de travail acharné aux côtés du MNHN. Et puis, mobiliser également le rectorat, faire des concours, préparer des mallettes pédagogiques, mobiliser l'école, mobiliser l'université. Et voilà, je pense sincèrement que le pari est en train d'être gagné. Maintenant, à nos chercheurs de nous faire de belles découvertes. Avec 3 bateaux qu'on a vus qui tournaient là, ils ont fait une première plongée vers 8 h du matin et ils sont sortis, ils ont ramené leurs échantillons parce que l'enjeu c'est de traiter le matériel le plus frais possible. Donc, et là il fait très très chaud et sous l'eau et dehors avec le matériel pour vraiment le ramener plus vite possible au laboratoire. C'est un peu une course contre la montre pour pouvoir l'avoir frais, disons, etc. Et ils sont repartis pour une deuxième plongée. Donc normalement, si on arrive à temps, on sera à la mise à l'eau pour donner comme consigne de se mettre à l'eau à 10h30. Tout le coupe parce que nous, après, il y a des chaînes qui continuent. Donc avec moins de gilet cadré, on se met à l'eau à 10h30. Lynn Legal, je suis professeure au Muséum national d'histoire naturelle et j'ai la responsabilité de la délégation aux explorations scientifiques. Et dans la mission, j'ai la responsabilité de la coordination de toute la plongée qui va avoir lieu au cours de la mission. Donc on a une équipe de 8 plongeurs qui tous les matins partent en mer et vont explorer la diversité des fonds en multipliant les techniques de collecte. L'idée est vraiment de mettre en œuvre des techniques complémentaires. On va utiliser des aspirateurs sous-marins pour aller capturer la faune et la flore de petite taille, mais aussi des paniers de brossage. Et puis bien sûr, pour tout ce qui est faune et flore de plus grande taille, c'est les plongeurs qui vont les récolter à vue. Et toutes ces techniques nous permettent de collecter des espèces qu'on n'est pas capable de voir sous l'eau et qui vont être amenées au laboratoire pour être triées, notamment par classe de taille, en utilisant des tamis. Et ensuite, ça va être étudié par les taxonomistes spécialistes, chacun de leur groupe. Donc l'avantage d'étudier la diversité sur une île, c'est qu'une île a toujours 4 faces, avec des faces abritées, des faces exposées. Donc l'idée est sous l'eau, on va avoir des habitats différents. Surtout ici, sur les Saintes, on a quand même une diversité géologique importante. Donc notre idée est qu'on a un continuum entre la terre et la mer. On va retrouver une continuité entre les paysages qu'on a sur terre et sous l'eau. Donc notre idée, c'est de maximiser les habitats que l'on va trouver sur l'île pour les caractériser, pour caractériser chacun d'eux et dresser la liste des espèces dans chacun de ces habitats. Donc on a dessiné un plan d'échantillonnage qui vise à aller faire des échantillonnages dans chacun de ces habitats. De l'expédition, eh bien, il est comme tout le reste de l'expédition, il est partenarial, il est collaboratif entre l'ARBIG, le Muséum national, et puis voilà, mais moi aussi ma modeste contribution, parce que moi je travaille au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, et donc je participe aux expéditions, c'est ma 5e, hein. J'étais en Martinique, je suis allé en Corse, et je suis ravi d'être ici. Voilà, donc ces dernières années, on a conçu, imaginé un outil pédagogique spécifique aux missions. C'est cette malle, avec les 2 malles et une partie du matériel. L'objectif, c'est de faire découvrir aux enfants tout ce qui se passe au laboratoire pendant une expédition, de comprendre le cheminement, le déroulement des opérations. Et finalement, c'est un jeu de rôle où ils vont faire exactement la même chose que les chercheurs. Donc il y a un petit pitch au départ, on les envoie en expédition sur une île imaginaire, Shelly Island. Imaginaire parce qu'elle nous permet de voyager partout dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on a, oui, la langouste que vous connaissez bien, et que le homard, effectivement, il n'est pas très guadeloupéen, mais ailleurs, ça peut servir. Donc c'est pour ça, il y a vraiment un mélange de toutes sortes d'êtres vivants, de plusieurs régions du monde, et des figurines d'une extrême qualité, voilà, qui sont cachées, pour une partie d'entre elles, dans un bac avec du sable. Et donc les enfants vont devoir tamiser, vont devoir ensuite classer tous les organismes par groupe,
C'est ce que l'on fait également, nous, dans le laboratoire. Ensuite, il va falloir les identifier. Donc, ils ont une mini-bibliothèque de terrain. Et les représenter, c'est-à-dire les dessiner. C'est ce que nous, on fait avec la photo numérique, évidemment. Mais pour les enfants, le dessin, c'est plus parlant parce que le dessin, ça permet d'observer un peu plus longtemps. On s'oblige à bien observer les animaux pour voir ce qu'on dessine, comment on le fait. Donc, d'un point de vue pédagogique, c'est plus intéressant. Je m'appelle Paula Martin Lefebvre, je travaille au Musée d'Histoire naturelle dans la collection Crustacés. D'accord. Et c'est quoi vos missions exactement actuellement? Et notre mission ici, c'est à partir des fractions que Otamisas se font, séparer tous les organismes vivants de chaque fraction. Nous, on travaille avec les petites fractions à la loupe binoculaire et on va séparer dans chacune des petites cuvettes chaque groupe. Nous, comme on est plutôt dans les crustacés, on va séparer davantage les crustacés. Alors ici, moi j'arrive là en bout de piste, à savoir que les échantillons ont été collectés le matin, ils ont été pré-triés, on m'a fait des fractions. Et en fait, je viens maintenant rechercher dans ce que vous voyez ici, qui ressemble à du sable. En fait, dedans, j'ai du sable, mais j'ai aussi des coquilles de gastéropodes, de bivalves, donc de mollusques, et des bêtes vivantes. L'intérêt pour moi ici, ça va être de rechercher les bêtes vivantes. Une fois que j'ai une bête vivante, elle a ses couleurs naturelles et tout, on peut l'envoyer à l'atelier photo, qui nous permettra d'avoir une trace de l'animal vivant avec ses couleurs. Si cette espèce est très rare, peu connue, elle va être renvoyée à l'atelier qui est derrière vous, qui va extraire les tissus pour pouvoir faire une extraction d'ADN et pour faire un travail génomique sur cette espèce-là. Si c'est une espèce qui est assez commune, qu'on connaît, etc., on peut juste se contenter d'avoir la photo couleur et on va stocker tout ça après dans de l'alcool pour pouvoir faire un travail de fond, de fourmis avec des spécialistes qui, eux, vont trier vraiment grain par grain, coquille par coquille pour arriver à déterminer quelles étaient les espèces présentes. Et notre travail essentiel ici, c'est d'avoir les bêtes vivantes pour pouvoir avoir les photos et pour pouvoir récupérer des tissus sains pour pouvoir faire des extractions d'ADN, de la caractérisation qu'on appelle le barcode. Le travail essentiel ici, ça va être ça. Moi, je suis Philippe Maestrati, et en tant qu'attaché du muséum ici à la mission. Et mon travail, c'est à la fois de faire du tri de micromollusques et puis de faire des photos de ce que l'on récolte. Et comment ça se présente exactement au niveau du tri ensuite à la photo? Alors la photo, ça vient tout de suite après le tri. C'est-à-dire, évidemment, le matériel il est tamisé, ensuite il est trié à la loupe ou à l'œil nu si ce sont des gros spécimens. Et puis immédiatement après, le matériel trié, il va passer à la photo parce que l'étape d'après le tri, c'est la préservation dans l'alcool. Donc évidemment les animaux, pour qu'on puisse avoir une image de l'animal vivant, il faut le prendre en photo avant qu'on le mette dans l'alcool. Donc une fois qu'il a été trié, il vient ici, on fait des sélections de spécimens en fonction de leur rareté, etc. Et puis on les prend en photo, et ensuite ça retourne au labo, où là ça va être dispatché, soit c'est directement mis dans l'alcool et ça c'est préservé, c'est fixé dans l'alcool, soit ça va au barcode. Donc là le barcode, ils prélèvent un petit bout de tissu de l'animal pour le séquençage, et après le reste il est plongé dans l'alcool et ramené comme ça au muséum. Moi je suis sur Atlas Sea. Donc en fait, le début, comme pour mon collègue, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de collecte, du brossage, de la pêche, ainsi de suite. Les spécialistes identifient au genre et à l'espèce une identification très précise de la bête ou de la plante. On va voir ma collègue, si c'est des animaux qui ont déjà été séquencés, ils continuent leur vie, s'ils n'ont jamais été séquencés, c'est-à-dire qu'on n'a pas la séquence ADN de ces organismes, ils viennent ici, c'est-à-dire que très rapidement, tout en étant vivants, on les prend en photo sous toutes les coutures, ça va permettre de confirmer l'identification, et après, l'animal part chez mes collègues d'Atlas Sea, où on prélève des tissus qu'on congèle pour faire le séquençage. D'accord. Alors, c'est un des pièges à insectes les plus utilisés par les scientifiques. Ça s'appelle une tente malaise. Malaise, c'est pas que les insectes ont un malaise dedans, même si à la fin ils en ont forcément un petit.
C'est du nom du scientifique qui a inventé ce piège, qui était un Suédois. Alors c'est une technique d'interception pour les insectes qui volent bien, donc les mouches, les abeilles, éventuellement les papillons, qui ne voient pas ce drap et qui vont le percuter. Et puis en fait ils vont chercher la lumière. Comme chez vous, l'insecte il va se mettre à la vitre pour essayer de sortir. Et ben, là il cherche la lumière et puis il y a une pente douce qui l'amène jusqu'à un pot collecteur. Dans le pot collecteur on met de l'éthanol, de l'alcool à fort titrage. Ça permet de le conserver de telle sorte à ce que son ADN puisse être exploité. Parce que là ce qu'on vise de faire c'est des librairies de référence, c'est-à-dire des insectes dont un spécimen est en collection, dont on a de l'ADN et dont on a des photos modernes. Est-ce que l'objectif, par exemple, c'est de trouver des mouches endémiques ou des choses comme ça? Tout à fait. Notamment les mouches, il y a énormément à faire. Donc on a 2 collègues à Terre de Bas qui s'occupent des mouches. Ils ont aussi une autre technique, qui est les assiettes colorées. Ils posent des assiettes colorées un peu partout. Et ça ressemble à des fleurs et il y a plein de mouches qui viennent dedans. C'est des gens qui, généralement, dès qu'ils cherchent, ils trouvent plein de choses. Qu'est-ce que ça apporte de s'intéresser comme ça aux petits insectes qu'on voit tous les jours et dont on ne soupçonne peut-être pas l'intérêt? Il y a un aspect patrimonial. Là-dedans, il y a des espèces qui existent nulle part ailleurs dont on n'a pas conscience. Donc c'est toujours un peu une découverte, je dirais, fondamentale. Hein. Comme on explore les étoiles, ça ne sert absolument à rien d'explorer les étoiles. Et je dirais, il y a un but. L'humanité a besoin de connaître là où on habite. Ça, je dirais que c'est l'aspect un peu fondamental. Puis il y a le deuxième aspect, c'est si tout ça disparaissait, ça serait un peu la fin du monde. Alors ça ne va pas disparaître d'un coup. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, le déclin de la biodiversité, ce n'est pas forcément des disparitions d'espèces, c'est souvent des baisses d'abondance. Hein. Ce qu'on a en tout cas en Europe, c'est plutôt qu'avant, il y en avait 2 fois plus. C'est pas que les espèces ont disparu, il y a assez peu de disparitions, fort heureusement. Et du coup, par contre, ça change tout en termes de services écosystémiques. Par exemple, la pollinisation, si vous avez 2 fois moins de pollinisateurs, pour vos arbres fruitiers, pour vos fleurs, ça se pollinisera moins. Alors, je donne toujours un exemple qui est un peu lointain par rapport à ici, mais c'est l'Australie. L'Australie, ils n'avaient pas de bousiers. Les bousiers, c'est les scarabées qui recyclent les excréments. Donc en Australie, au départ, il n'y avait que des marsupiaux. On a mis des vaches, on a mis des chèvres, tout ça. Et il n'y avait rien pour décomposer, c'était une horreur. Ils ont investi il y a 40 ans quelques millions d'euros pour aller chercher de par le monde des insectes capables de recycler ça. Et c'est une grande réussite, puisqu'ils ont réussi à s'en sortir sans être envahis d'excréments. Par exemple, ici, il y a des bousiers qui font que le sol il fonctionne, que la matière elle est enfouie, mélangée, et que la fertilité vient. Et particulièrement en Guadeloupe? En Guadeloupe comme ailleurs, il y a des bousiers. Heureusement qu'il y en a, parce que les vaches ne sont pas natives de Guadeloupe. Et si on n'avait pas ce cortège, qui est en partie des bousiers africains, c'est à la fois des espèces invasives, mais qui rendent un tel service qu'on est bien content de les avoir, autrement les bouses elles mettraient 2 fois plus de temps ou 3 fois plus de temps à se dégrader. Alors c'est des petits exemples pour montrer que si on n'avait pas les insectes, ça fonctionnerait moins bien. Olivier Thibault, je suis le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Très bien, monsieur Thibault. Bon, est-ce que c'est une opération de grande ampleur qui tient en ce moment en Guadeloupe? Ah oui, c'est une opération exceptionnelle. On n'en fait pas assez, on aimerait en faire beaucoup plus, parce que on dit tout le temps que la biodiversité est exceptionnelle en Outre-mer, que 80% de la biodiversité vient des Outre-mer, et on a du mal à la qualifier réellement. Et donc on a besoin de ces opérations, on va prendre du temps pour aller collecter de manière assez exhaustive la biodiversité. Et donc oui, là c'est 2 mois d'exploration, un bon mois et demi d'exploration sur plusieurs îles. Et donc c'est quelque chose d'exceptionnel et donc il faut le valoriser. Oui. Parce que cette biodiversité, en fait, c'est pas juste des petites bêtes et des petites fleurs, hein, c'est un patrimoine commun, un bien commun qui est à disposition de tout le monde et qu'on a tendance à dilapider juste parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on ne le voit pas, à l'image de ces pièges d'insectes qui permettent de collecter des insectes que personne ne voit. Et donc le simple fait de prendre le temps de les collecter va permettre de prendre conscience de cette richesse, derrière de voir les liens entre les différentes espèces, les écosystèmes, et les services qu'ils rendent et dont on dépend nous. Hein, parce que l'eau que vous buvez, l'air que vous respirez, c'est grâce à ces services écosystémiques rendus par cette biodiversité.